Donc bonjour à tous, merci d'être venus sur ce quickie sur comment le projet Euler m'a donné envie de refaire des maths. Donc rapidement, moi c'est Romain, je suis data engineer chez Xebia Publicis Sapient depuis 2 ans et je suis un petit peu curieux et je vais vous raconter un peu un de mes side projects depuis quelques temps maintenant, qui est le projet Euler. Donc rapidement, présentation du projet Euler, c'est un coding challenge en ligne qui a comme thème principal les mathématiques. Donc on va devoir résoudre des challenges mathématiques via de la programmation. Il a été créé en 2001, donc ça en fait un des coding challenges les plus anciens, je pense, qui existent. Il est toujours actif, il y a plus de 650 problèmes aujourd'hui sur le site et il y en a un nouveau qui sort chaque semaine. Et c'est en hommage au monsieur qu'on voit à droite, qui était Leonhard Euler, un mathématicien suisse qui a vécu au XVIIIe siècle, qui est beaucoup connu dans les mathématiques pour notamment avoir inventé la notion de fonction mathématique, f de x, et aussi il a été précurseur sur la théorie des graphes. Et il a fait plein d'autres choses aussi. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, donc voilà, un site assez classique, hein, créé dans les années 2000, on le sent, où on retrouve donc la liste des problèmes, le nombre de personnes qui ont résolu les problèmes, et quand on clique sur l'intitulé d'un problème, eh ben on a accès à son énoncé, et on a juste une petite checkbox pour mettre la réponse, et une confirmation code pour s'assurer qu'on n'est pas un robot, et puis vérifier si on a bien trouvé la bonne réponse ou pas. Donc voilà à quoi ressemble le projet Euler, il est sobre. Quelques statistiques sur ce projet Euler. Il y a plus de 950 000 personnes dans 219 pays qui ont résolu au moins un problème. Ça en fait un des coding challenge, je pense, les plus connus. Et sur ces 950 000 personnes, il y a un peu plus de 110 000 personnes qui ont résolu au moins 25 problèmes. Donc on peut voir que la courbe, elle augmente rapidement. Les premiers exercices vont vous paraître faciles, et puis après, plus on va avancer et plus on va aller sur des exercices difficiles. Et enfin, il y a 48 personnes qui ont, on va dire, atteint le Graal, qui ont résolu plus de 650 problèmes. Un petit tour sur les langages les plus utilisés, bon, assez communs, on va retrouver les langages les plus connus, Python, C, Java. Et si vous remarquez bien, en 20e page, en 20e position, pardon, un petit truc sympa, il y a des gens qui s'attaquent au projet en mode papier et crayon, quoi. Donc ils sont assez téméraires, mais on peut, sur une feuille de papier, essayer de trouver les réponses. Mes motivations à me lancer dans ce projet Euler, et dans ce fabuleux monde des mathématiques. Alors ma motivation première, c'était pas forcément de faire des maths, c'était plus, on va dire, de développer mes réflexes de programmation fonctionnelle avec le langage Scala. Donc Scala, c'était un langage que j'utilisais au quotidien, au travail, et c'est un langage qui combine à la fois une programmation orientée objet et une programmation fonctionnelle. Et dans ma tête, j'avais pas encore fait le shift, on va dire, mental vers la programmation fonctionnelle. Donc je voulais quelque chose qui puisse m'entraîner à ça. Et puis, j'avais aussi envie de faire un peu d'algorithmique, parce que je pense qu'il y a toujours des choses à découvrir, des choses à creuser dans l'algorithmique. Et pour ça, je vais vous prendre pour exemple le premier problème du projet Euler, qui consiste tout simplement à trouver la somme des multiples de 3 ou de 5 en dessous de 1000. Donc ça, c'est vraiment l'énoncé exact du premier problème. Et donc là, dans la salle, j'imagine que la plupart d'entre nous, on est des développeurs, donc on se dit, bon, on est confronté à ce problème, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Ça va être de faire une boucle, de vérifier, est-ce que le chiffre donc, qui va de 1 jusqu'à 1000, en dessous de 1000, et de vérifier si les chiffres sont multiples de 3 ou de 5, on garde cela et puis on en fait la somme. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de code? Bon, on se retrouverait avec une fonction qui ressemblerait à ça. Donc la première ligne, on fait la boucle, donc de 1 jusqu'à 1000 exclus. On ne filtre que les multiples de 3 ou de 5. Et après, une fois qu'on a gardé que cela, on fait la somme. Et puis on trouve la solution du premier problème. Donc on a résolu le premier problème. Ici, ce qu'on a fait, c'est un algorithme. Alors vous allez me dire, il est très simple, très simpliste. Mais dans la définition du terme, un algorithme, donc c'est une suite d'opérations ordonnées agencées dans un ordre logique qui mène à un résultat. Et donc, qu'est-ce qui caractérise un algorithme de nos jours? Ça va être sa performance. Et pour caractériser sa performance,
il y a une notation maintenant qui est utilisée depuis quelques années, qui est la notation de Landau, aussi appelée la notation grand O. En fait, qui va définir comment va réagir à l'algorithme en fonction de l'input qu'on va lui donner. Donc ici, vous voyez en abscisse, ça va être l'input de l'algorithme, donc dans notre cas, le paramètre limite, là, ici, qu'on passe en paramètre. Et comment l'algorithme il va réagir? Est-ce qu'il va prendre, donc comme la courbe jaune le montre, tout de suite beaucoup plus de temps à s'exécuter, ou comme le montre la courbe verte, donc est-ce qu'il va être proportionnel à l'input donné, ou alors est-ce qu'il va être plutôt efficace? Et là on parle d'algorithmes logarithmiques qui prennent log de n en temps, ou des algorithmes constants qui font le même nombre d'opérations, peu importe notre entrée input. Donc à votre avis, notre algorithme, il est dans quelle famille ici? Linéaire. Et il dépend directement du paramètre limite, parce qu'on fait autant d'itérations que limite est grand. Si limite ici vaut 1 million, on va faire 1 million de fois, on va rentrer 1 million de fois dans la boucle. Donc c'est bien un algorithme linéaire. Est-ce que par hasard, les maths pourraient nous aider à trouver une solution plus optimale? Si on réfléchit au problème, en fait, il faut trouver la somme des multiples de 3 et des multiples de 5, ce qui revient à faire en fait 3 fois 1 plus 3 fois 2, jusqu'à 3 fois 333, qui est le dernier chiffre donc issu de la division entre 999 et 3. Pareil pour 5, 5 fois 1, 5 fois 2, jusqu'à 5 fois 199. Et donc, autrement dit, la formule, c'est celle-ci. C'est 3 fois la suite de chiffres 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 333. Ici, ce qu'on a à droite, tout en bas à droite, ça vous fait penser à peut-être quelque chose en mathématiques. On est en face d'une série arithmétique. Une série arithmétique, qu'est-ce que c'est? Alors d'ailleurs, d'abord, par qui ça a été découvert? Ça a été découvert par un mathématicien qui s'appelait Carl Gauss, qui était un mathématicien allemand. Alors il avait une dizaine d'années, je crois, quand il a découvert cette formule. En fait, à l'école, leur professeur, on avait un peu marre de ses élèves, et il s'est dit, je vais leur donner la somme des chiffres de 1 à 100 à faire, et comme ça, je vais avoir un peu de temps tranquille devant moi. Et là, Carl Gauss, il a repris l'exercice, et en fait, il a eu une idée un peu de génie sur sa feuille de papier. Il a retourné la suite. Donc au lieu de faire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100, il est parti de 100 et il a décrémenté jusqu'à 1. Et en fait, en faisant ça, il s'est rendu compte qu'il avait toujours 101. Si on additionnait unitairement chacun des éléments, 100 plus 1, ça fait 101, 99 plus 2, ça fait 101. Donc il se retrouvait avec 100 fois 101. Donc 2 fois cette série, c'était égal à 100 fois 101. Donc pour retrouver la somme, il fallait juste diviser par 2. Et en fait, en faisant ça, il a découvert la formule des séries arithmétiques, qui est n fois n plus 1 divisé par 2. Et donc en ayant ça en tête, en ayant trouvé la formule auparavant, on peut trouver un algorithme qui va être à complexité constante. Donc ici, on regarde notre première méthode, c'est la formule de la série arithmétique. La deuxième méthode, c'est juste celle qui permet de faire 3 fois ou 5 fois la série avec le paramètre limite qui dépend de la division. Et avec cette méthode, donc on ajoute, et il ne faut pas oublier d'enlever les multiples de 15, les multiples communs avec cette méthode. Donc petite démo. Donc ici, on retrouve le code donc, de nos deux algorithmes, celui à, on va dire, à complexité constante et celui à complexité linéaire. Et on va voir comment ils se comportent en fonction d'un paramètre limite. Donc, je vais lui passer en premier temps le paramètre 1000, donc qui était la valeur 1000, qui était la valeur demandée par le premier problème du projet Euler. Et on va voir que, je ne sais pas si tout le monde voit bien, on va voir que les deux algorithmes réussissent à trouver le même résultat. L'algorithme à temps constant prend 2 millisecondes, celui à temps linéaire prend 76 millisecondes, mais c'est totalement acceptable dans notre cas. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'augmente limite? On va voir comment il se comporte. Eh bien, si j'augmente le paramètre limite, donc les deux trouvent toujours le même résultat, mais constant, on voit qu'il n'évolue pas, 1 milliseconde aux alentours. Et linéaire, il prend par exemple, il va commencer à augmenter, il va prendre 130 millisecondes. Et là, si j'augmente vraiment limite, au lieu de 1 million, je passe à 100 millions, et bien là, l'algorithme à temps linéaire, il va commencer à vraiment avoir du mal. Il va réussir à trouver la réponse, mais au bout de quelques secondes, quelques longues secondes. Et on voit qu'on a bien trouvé un algorithme à temps... Voilà, il a fini en 11 secondes pour trouver le même résultat. Et on a bien trouvé un algorithme donc à temps constant pour
pour ce premier problème. Hop. Maintenant, j'aimerais passer aux structures de données. Donc, il y a certains exercices qui vont nécessiter en fait, de mémoriser, on va dire, les résultats intermédiaires pour accélérer la résolution d'un problème. Mais néanmoins, il va falloir utiliser la bonne structure de données sous peine d'avoir le résultat inverse et de ralentir l'algorithme au final. Pour ça, je vous ai pris le problème 35 qui dit que le chiffre 197, il est intéressant parce que c'est un chiffre premier, donc il est divisible que par lui-même ou par 1. Et si on prend chacun des nombres qui le composent, donc 1, 9 et 7, et qu'on les retourne un peu dans tous les sens, on obtient 971, qui est aussi un chiffre premier, et 719, qui est aussi un chiffre premier. Et le problème nous demande de compter combien il y en a, des chiffres comme ça, en dessous de 1 million. Donc là, on se dit, il nous faut en paramètre déjà savoir comment savoir qu'un chiffre est premier. Donc pour ça, quelques recherches sur Internet nous donnent cet algorithme. L'algorithme, on va dire, je vais l'appeler l'algorithme à la volée, parce qu'il va calculer, donc en fonction d'un nombre passé en paramètres, on va faire la boucle, on va boucler de 2 jusqu'à la racine carrée de ce nombre, et on va tester toutes les combinaisons, et s'il s'avère qu'il est divisible par un des nombres, eh ben, il n'est pas premier. Sinon, si on a fait toutes les combinaisons et qu'il n'est pas divisible par ces chiffres-là, on peut considérer qu'il est premier. Donc ça, c'est un algorithme à temps complexité, racine carrée de n, et on va l'appeler à la volée parce qu'il va calculer à chaque fois, en fait, en fonction d'un paramètre nombre ici, s'il est premier ou pas. Mais nous, ce qui nous intéresserait dans notre exemple, ce serait plus de déterminer, d'avoir la liste en fait, des nombres premiers jusqu'à 1 million, et comme ça, on la calcule une fois, et et ça va nous permettre d'utiliser ces résultats pour résoudre notre exercice. Donc là, pareil, un algorithme assez connu, c'est le crypte d'Eratosthène. En fait, il consiste à prendre, donc ici en l'occurrence, si on veut calculer la somme des nombres premiers jusqu'à 120, on prend un tableau avec 120 éléments, et puis récursivement, en fait, on va éliminer au fur et à mesure. Donc ici, on va prendre 2, on va éliminer tous les multiples de 2 dans ce tableau, et on va faire la même chose avec 3, 5, etc. Et à la fin, il nous gardera que les chiffres premiers. Donc voilà, on a un peu ce qu'il faut maintenant pour résoudre le problème. Allons-y. Hop, je vais faire une petite démo. Hop. Hop. Alors le problème 35, voilà, un peu je ne sais pas si tout le monde voit bien. Donc celui-là, il est un peu plus compliqué, mais on va y aller point par point. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà notre fonction principale, donc celle qui fait la boucle en fait, qui va de 2 jusqu'au million. Ici, j'ai juste une étape où je transforme les chiffres en liste d'entiers. Ça me permet de bouger, de faire les rotations des chiffres plus facilement. Et puis, je vais compter ici le nombre de chiffres premiers circulaires. Je les appelle comme ça. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? On va faire appel à un prime number checker qui va nous dire s'il est premier. Donc s'il n'est pas premier, déjà on peut l'exclure. Ça c'est ma condition, donc c'est une fonction récursive qui va s'appliquer sur toutes les rotations du chiffre. Ça c'est ma fonction de sortie, c'est si j'ai fait toutes les rotations et que toutes les rotations sont premiers, ben, c'est bon, c'est un chiffre premier. Et puis là je rappelle ma fonction, isCircleIPrime, en faisant bouger mes nombres, en les faisant tourner, et je repasse mon prime number checker qui va à nouveau revérifier si la rotation du nombre est prime ou pas. Ici, prime number checker, en fait, c'est un trait, donc c'est une interface en Java qui doit juste définir une fonction isPrime. Et j'ai 3 implémentations de cette interface. On retrouve l'algorithme onTheFly, donc celui qui va à chaque fois calculer si le nombre est premier ou pas, en faisant la boucle de 2 jusqu'à la racine carrée de ce nombre. Et après, j'ai 2 versions de mon Eratosthène que je vous ai montré avant. J'ai ma première version, donc, qui est la version on va dire, officielle de l'Eratosthène, c'est-à-dire celle qui me garde que les chiffres premiers en dessous de la limite que je lui impose. Donc ici, le nombre de chiffres premiers en dessous du million, c'est à peu près 78 000. Donc là, j'ai une liste de nombres de 78 000 éléments. Et pour savoir si un chiffre est premier, ici, bah, j'ai juste à savoir .contains. Est-ce qu'il contient ce nombre ou pas? Est-ce que ma liste contient ce nombre ou pas? Et j'ai une version un peu modifiée ici qui, en fait, je l'appelle marqueur, où je garde en mémoire les 1 million ici de chiffres, donc de 1 jusqu'à 1 million. Mais en fait, chaque index va me donner un booléen, savoir si oui ou non il est premier. Donc j'ai juste à passer voilà, le code qui me vérifie si c'est prime.
Et maintenant, on va tester un peu, c'est ça qui va vraiment déterminer la performance de notre algorithme. Avec les 3 checkers que je vous ai montrés, lequel va résoudre le plus rapidement l'exercice. Donc, je commence avec le on the fly. On voit déjà que pour s'instancier, bon, bah, il met 0 millisecondes, hein, il instancie l'objet, quoi, et il ne prend pas de temps à s'instancier. Et il résout l'algorithme en 2 secondes. Donc 2 secondes, c'est plutôt pas mal. On a trouvé qu'il y avait 55 chiffres premiers circulaires en dessous de 1 million. C'est plutôt pas mal. Essayons de voir si maintenant une structure comme l'Eratosthène va nous permettre d'améliorer l'algorithme et de l'accélérer. Donc on peut voir qu'il déjà il calcule la liste des chiffres premiers jusqu'à 1 million en 300 millisecondes. Donc il prend déjà un petit peu de temps à calculer sa liste. Et on peut voir qu'il n'y arrive pas. En fait, il n'y arrive pas parce que en fait, le primes.contains, ici, qui est un peu plus haut, hop, ici, il fait vraiment mal. En fait, il est obligé à chaque fois de reparcourir la liste pour savoir si un nombre est premier ou pas. Donc malheureusement, on a essayé une structure de données, mais elle ne marche pas. Donc je vais vous montrer maintenant la dernière version avec l'Eratosthène marqueur. Et là, hop, on peut voir qu'il résout plus facilement que un peu plus rapidement que le on the fly. Tout simplement pourquoi? Parce que accéder à une clé dans un tableau, que le tableau fasse 10, 100, 100 000 ou 1 million d'éléments, c'est une complexité constante. Donc il va assez rapidement trouver la réponse dans le tableau. Et donc on a trouvé une structure de données qui accélère notre algorithme. Hop. Donc pour conclure, le projet Euler, c'est sans doute l'un des meilleurs moyens, je pense, d'apprendre un nouveau langage ou développer juste vos réflexes de programmation. Et il combine plusieurs aspects pour rendre le challenge intéressant et qu'on a envie de s'y attaquer. Les théories mathématiques, la programmation, on l'a vu avec les boucles, les conditions, les algorithmes et les structures de données. Merci.